bonsoir. En tout cas, cela fait toujours plaisir de recevoir de temps à autre les amis de la diaspora, ceux-là qui ont fait le choix de vivre en Europe, de développer leur rêve en Europe et qui, de temps à autre, caressent ce même rêve d'un retour au pays natal. Ils sont donc nombreux qui, à la faveur de l'appel du chef de l'État, essayent de venir en voyage de prospection pour essayer, comme qui dirait, tâter le terrain. Beaucoup arrivent et beaucoup de jeunes développent des initiatives pour les implémenter sur le plan local, des projections qui, évidemment, épousent très souvent la réalité de notre environnement économique, la réalité tout court du Congo, et cette réalité qui les amène donc à apporter des solutions. C'est pour tout cela que je me fais le plaisir d'être ce soir avec Patrick Boulou. Il est, lui, Congolais vivant en France depuis des années. Il est directeur du cabinet Audi, qu'il a développé donc un cabinet de conseil et de formation. Il apporte son expertise au Congo dans un certain nombre de domaines et c'est pour cette raison qu'il se retrouvait au Congo à la faveur de la 5e édition du Forum Green Business. Il a apporté son expertise, il était à Pointe-Noire il y a un moment. Alors Patrick, vous êtes là, vous avez apporté votre expertise, vous vivez en Europe depuis longtemps. Dites-nous un peu, lorsqu'on est loin de son pays, quel est le regard qu'on se fait généralement du pays ? Alors, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. Je vous en suis infiniment reconnaissant et c'est avec un grand plaisir que nous allons pouvoir échanger ensemble. Alors, pour répondre à votre question, quand on revient au pays et surtout... Lorsqu'on vit loin du pays, le regard qu'on se fait de son pays. Mais on a une partie de soi qui reste, hein, quel que soit... Bon, à mon actif, ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Est-ce que quand on vit 30 ans en Europe, est-ce qu'on est déconnecté de la réalité du pays ? En réalité, non. Ça dépend. On ne peut pas être déconnecté. On est toujours rattaché émotionnellement. Et qu'est-ce qui vous garde ? C'est l'émotion alors ? C'est l'émotion. La fibre familiale. C'est la fibre familiale, ce sont les habitudes, ce sont toutes ces odeurs, tout ce qui vous a constitué. Ça, on ne peut pas le perdre. Et malgré tout ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme, on reste toujours profondément attaché à son pays. Et à quel moment, finalement, le rêve de revenir arrive à quelqu'un ? Quel est le fait déclencheur, finalement, au-delà des appels, au-delà de la volonté intérieurement exprimée par les autorités du pays ? L'effet déclencheur, c'est l'appel. C'est l'appel. Vous savez, ça s'est passé l'année dernière. Ça a été... bon, on va se dire les choses de manière transparente. Nous avons des vies rangées, nous travaillons, nous avons des familles établies et nous fonctionnons là-bas. Mais qu'est-ce qui déclenche ? C'est l'appel. Il y a eu l'appel du président de la République, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui est venu en avril de l'année dernière, qui a lancé un appel solennel aux fils et aux filles du pays. Vous savez, c'est à ce moment-là que ça a créé chez moi, je me suis posé la question. Individuellement alors ? Ben, oui, dans un premier temps, voilà. parce que le message... Il est collectif, il est adressé à l'ensemble des compatriotes. Le message, il est collectif. Mais chacun le perçoit différemment. Voilà. Et selon sa sensibilité. Voilà, selon sa sensibilité. Et ce jour-là, j'ai été sensibilisé par ce message. Je me suis dit, comment je peux mettre à disposition ce que j'ai aujourd'hui dans mon pays. Et donc, je me suis mobilisé autour de ça. Voilà. Donc, la sensibilité a été cet appel. Pour moi, le déclin, ça a été l'appel du président. C'est la même réaction, certainement. Oui. Parce que j'ai avec moi aussi Richard Beka, formateur. Il est un des techniciens, un des conseillers du cabinet Audic. Et vous arrivez, vous êtes formateur. Vous avez certainement, à un moment donné, caressé également le rêve d'un retour au pays natal. Oui. J'aime emprunter cette expression d'un écrivain que vous connaissez très bien. Non, effectivement, il s'agit bien là d'un retour au pays natal après une vingtaine d'années en Europe. Effectivement, comme disait M. Patrick Bouloud,
par rapport à cet appel et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est une sorte de retour d'expérience. On a eu cette opportunité de faire des études, également de travailler et on se dit aujourd'hui il est temps qu'on essaie d'être utile à notre pays, raison pour laquelle, à travers les actions de formation, on va essayer d'apporter, notamment au niveau des PME, ce qu'on peut pour faire en sorte Qu'est-ce qui vous rassure généralement? Parce que lorsqu'on est enfermé un peu dans cet environnement, avec tout ce que cet environnement vous met à votre disposition, et comparativement avec l'environnement qui est le nôtre, il y a comme un déclic, il y a comme une séparation. Mais c'est qui vous pousse aujourd'hui généralement, ce qui est rassurant pour vous, qui vous dit il faut aller, c'est quoi finalement? Non, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui veut que l'Afrique est appelée à s'émanciper. Voilà. On parle de l'émergence. Voilà. Et on ne peut pas concevoir le développement d'un pays sans pour autant aider ses entreprises. Et nous, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive. Voilà. Et nous pensions que la formation constitue un investissement qu'il faudrait que les opérateurs économiques congolais puissent intégrer dans leur stratégie de développement. Généralement, on prend l'exemple souvent de cette diaspora malienne qui est souvent vulgarisée en Europe. On parle des Maliens qui contribuent pour tant de milliards au développement de leur pays. La diaspora malienne qui exporte, qui a réussi à faire des transferts au-delà des tant de milliards de francs CFA au profit du développement de leur localité. Est-ce que cela vous rend un peu comme vous révolte en quelque sorte pour dire non, nous devons le faire, nous également. Pas du tout. C'est une démarche qui est tout à fait différente de la nôtre. Voilà. Nous, on apporte de l'intelligence. Tout à fait. C'est aussi un transfert quelque part. Il y a d'autres, vous avez cité les Maliens qui le font à travers le transfert des fonds. Nous, on apporte de l'intelligence. Voilà. On se dit, on a cette richesse, richesse-là, et nous pensons qu'effectivement, ça peut permettre à nos entreprises de gagner en part de marché, d'avoir... parce qu'il y a quand même un problème au Congo. Il y a quand même un problème au Congo au niveau de l'organisation même, de la conception même de ce qu'est l'entreprise en fait. Et ça pose un gros problème. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la promotion du secteur privé au Congo. Dès lors, il y a trop d'activités au Congo qui se font dans le secteur informel, par exemple. Une économie qui est assise sur l'informel. Comment faire que toutes ces activités qui sont du secteur informel, comment les ramener dans le secteur formel? Parce que nous, on ne peut qu'intervenir auprès des entreprises qui sont dans un secteur formel. On ne va pas former les entreprises qui sont dans l'informel. Donc, nous, c'est le même regard que vous faites là-bas. Tout à fait. Alors, Patrick, finalement, au fil des ans, de fil en aiguille, vous avez fini par développer ce que vous appelez le cabinet Audis Consulting. Vous êtes là et vous arrivez. Lorsque vous le développez, vous le faites à un premier temps pour les besoins de survie là-bas, ou vous le faites simplement dans le but de mettre à la disposition du pays une structure qui soit à même d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Alors, le cabinet Audic, il est d'abord créé en France pour répondre au marché français. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cabinet de conseil et de formation. Au sein de ce cabinet, nous disposons des experts, des experts en finance, des experts en environnement, des experts en biochimie. Et tout ça, ce sont des Congolais de la diaspora et même des Africains de la sous-région qui sont partenaires à ce cabinet. Donc, ce cabinet a plusieurs activités. Nous donnons également des cours au pôle universitaire Léonard de Vinci sur place. Donc, le cabinet existe en France. Le cabinet Audic Consulting existe en France. Quand l'appel du président arrive, pourquoi pas un cabinet Audic Congo? Voilà, donc il y a une réorientation quand même qui vous vient dans la démarche même du développement du cabinet. Et qui plus est,
tout le contenu du cabinet Audic aujourd'hui, c'est un contenu qui est prisé là-bas sur place. Nous nous sommes rendus compte que là, c'était l'opportunité que nous offrait le président pour pouvoir mettre en place ce cabinet au Congo et puis d'aller participer, d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en en septembre 2013, créer le cabinet Audic Congo. Donc le cabinet Audic Congo existe maintenant au Congo. La porte d'entrée a été à Pointe-Noire. Il y a un an de cela alors. Voilà, il y a un an de cela. La porte d'entrée a été à Pointe-Noire. Nous comptons également nous développer dans notre stratégie sur Brazzaville et sur Oyo parce que nous souhaitons quadriller l'ensemble du Congo pour apporter notre expertise. D'accord. Et puisque vous créez le cabinet au Congo, ça fait office déjà d'une structure que vous mettez en place et on l'a généralement souvent très dit et c'est ce qui justifie pratiquement ce qu'on appelle souvent le classement du Congo dans ce qu'on appelle le climat des affaires aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous personnellement, de cette expérience, épousé quelques difficultés en mettant en place votre structure? Quelle est votre expérience à la matière? Alors, l'expérience, effectivement, après, quand je suis reparti, j'ai eu plein de questions de la part de mes amis qui sont restés. Comment ça s'est passé? Alors, j'étais agréablement surpris, contrairement à ce qu'on pense. Les formalités qui consistaient à mettre en place ce cabinet, mais se sont déroulées de manière efficace. On se croyait en Europe. Je n'ai pas eu de difficulté. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors concrètement, vous êtes présenté où? Je me suis présenté au CFE de Pointe-Noire. Alors, bien évidemment, dans ma démarche, j'ai été beaucoup aidé par la Chambre de commerce de Pointe-Noire parce que c'est par ce biais que je suis arrivé. Et puis, ils ont été très actifs autour du cabinet Audic et m'ont accompagné dans la mise en place, dans la constitution du dossier pour pouvoir ouvrir le cabinet. Et donc, ensemble, avec un élément de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, nous nous sommes rendus au CFE, nous nous sommes rendus au tribunal. Le guichet unique m'a permis de faire l'ensemble des documents. En un seul lieu. En un seul lieu. Et j'ai pu très très rapidement immatriculer le cabinet et puis le rendre fonctionnel dans la semaine qui suivait. Et j'étais agréablement surpris. Un élément favorable alors. Un élément favorable. Quand je suis reparti en France... Contrairement à ce qu'on dit. Contrairement à ce qu'on dit. La lourdeur administrative, les pots de vin et autres. Ah, pas du tout. Vous vous êtes retrouvé devant une réalité autre? Pas du tout. Je me suis retrouvé devant une réalité autre. Ça s'est très très bien passé. La qualité relationnelle était efficace. Et puis, bon, j'ai pu mettre le cabinet en route très très rapidement. Est-ce que c'est à ce même titre que vous vous êtes retrouvé au Forum Green Business à Pointe-Noire? Alors, au Forum Green Business à Pointe-Noire, c'est un partenariat. Je suis beaucoup plus en lien, le cabinet est en lien avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Et j'ai eu l'occasion de présenter lors des journées organisées par la Chambre de commerce de Pointe-Noire, des journées... Bien avant le Green Business. Voilà, bien avant le Green Business sur l'information. J'ai animé un atelier auprès des chefs d'entreprise sur la place. Et donc, un partenariat s'est noué avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Et dans le cadre de la préparation du Green Business, j'ai été donc sollicité par la Chambre de commerce pour animer un atelier. Et cet atelier avait pour titre « Comment mobiliser l'ensemble des acteurs autour du déchet ». En fait, l'ensemble des acteurs économiques qui traitent le déchet. Vous savez que le déchet aujourd'hui oriente de ce qu'on peut... Par déchet, vous comprenez? Par déchet, nous comprenons tout ce que nous nous débarrassons, toutes les poubelles que nous voyons aujourd'hui qui traînent dans nos rues. Ça peut être les déchets électroniques, en fait tous les déchets possibles. Les déchets industriels, tout ce qui est déchets. Et donc, je devrais donc intervenir pour animer un atelier qui consistait à mobiliser l'ensemble des acteurs qui tournent autour du déchet. Le déchet, c'est 3 métiers principaux qui sont reconnus, l'assainissement, le traitement et le transport. Alors, ces acteurs travaillent différemment ou tous pour un seul objectif qui est le déchet. Et moi, mon rôle dans cet atelier consistait à mobiliser ces synergies, à mobiliser ces différents acteurs pour mettre ensemble une synergie qui leur permette de traiter efficacement le déchet. C'est dans ce cadre que j'ai pu intervenir au Green Business. Et pourquoi forcément les déchets?
Ah, mais c'était le titre, c'était là le... Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un secteur aussi qui peut donner lieu à développement des projets? Mais c'est un secteur majeur. Le déchet est une matière première. Nous en produisons tous les jours. À n'importe quel moment, nous sommes le premier producteur de déchets. Et il est essentiel qu'il y ait eu ce forum, qui est le 5e d'ailleurs, hein, du genre. Et c'est une grande réussite. Et quand on a vu tout ce qu'il y a eu tout autour, l'engouement qu'il y a eu autour de ce forum-là, les gens de la sous-région, les gens qui sont venus du Canada, c'est une prise de conscience globale du pays autour du déchet. Et je suis très heureux et très fier de voir que mon pays se mobilise autour du déchet, qui est un élément majeur. On vous trouverait là un peu très loin de votre profil de départ en tant que consultant formateur. Vous retrouvez dans ça également, certainement, fait partie de vos capacités un peu d'appréhender d'autres secteurs. Ah, c'est ça, un formateur. C'est ça également le métier du conseil. C'est d'être capable d'être transverse. Parce que nous, ce que nous apportons une expertise, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit un programme, nous apportons une expertise, nous apportons la méthode qui consiste à obtenir un résultat. Et cette méthode, elle est efficace. Donc, quelle que soit l'activité, quel que soit l'environnement, nous apportons la méthode qui va permettre d'obtenir le résultat. Donc on peut intervenir sur le dossier, on peut intervenir sur un programme, on peut intervenir sur un projet, on peut accompagner parce que nous disposons d'une méthode. Alors Patrick, est-ce qu'il est utile toujours pour un jeune qui se cherche, qui veut s'affirmer sur le plan intérieur, qui veut partir donc de cet environnement européen pour se retrouver dans l'environnement qui est diamétralement différent, qui est le nôtre? Faut-il passer fortement, qui n'est pas le cas forcément, mais est-il nécessairement conseillé à un chercheur, un porteur de projet, de passer par une chambre de commerce? Alors, je ne sais pas. Dans la création de sa structure, quel est le modèle qui vous paraît plus réaliste? Alors, ça, c'est une expérience. Parce qu'on peut créer sa structure sans passer par la chambre de commerce. Bien évidemment, bien évidemment, je suppose. Je suppose que plusieurs entreprises se sont créées sans s'en référer aux chambres de commerce. Sans s'en référer à la chambre de commerce. Moi, la chambre de commerce a été pour moi une opportunité. Comme je vous l'ai dit, suite à l'appel du président de la République, je suis arrivé par Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, j'ai tout de suite... j'ai eu le réflexe d'aller à la chambre de commerce. Et de là, j'ai présenté mon projet. Ils m'ont offert une opportunité d'animer un atelier autour des entrepreneurs de la place. Ouais. Et puis de là, s'est établi un partenariat et des fils en aiguille. Voilà, donc c'est par ce biais-là que je suis arrivé. Mais je pense qu'on peut arriver... Et depuis un an, les choses se développent-elles? Écoutez, mais oui, puisqu'aujourd'hui, je suis revenu pour le Green Business. Vous voyez très bien que les besoins sont là. Et puis, il n'y a pas que la chambre de commerce. Moi, j'ai été reçu, j'ai sollicité certains responsables de la place, des responsables qui m'ont reçu, qui ont eu de l'écoute, qui m'ont accordé du temps et qui ont trouvé, qui m'ont encouragé. Vous parlez des responsables dans le monde du business. Que ce soit des responsables dans le monde du business, que ce soit nos responsables politiques. Qui ont encouragé, qui ont salué. Les quelques responsables que j'ai pu rencontrer ont encouragé, ont loué cette capacité de venir comme ça, d'être une force de proposition et de mettre à disposition du pays le savoir. Vous savez, on arrive avec ce que nous avons eu là-bas. On vient partager quelque chose. Une petite histoire rapidement. Ouais. C'est comme si, moi je suis un neveu qui arrive, qui vient de France, qui amène une chemise pour son oncle. Et mais son oncle, avant d'avoir cette chemise, a plusieurs chemises dans sa garde-robe. Donc la chemise qui vient de France, il va la ranger. Et parce qu'elle est encore neuve. Parce qu'elle est encore neuve. Et donc du coup, de temps en temps, il mettra cette chemise-là pour pouvoir aller au travail. Et de dire, vous voyez cette chemise, c'est la chemise que m'a amenée mon neveu. Mais cela ne veut pas dire que je viens enlever toutes les chemises de mon oncle qu'il a dans sa garde-robe. Ouais. Donc nous, quand nous arrivons avec une méthode, nous arrivons avec quelque chose. Nous vous amenons cette expertise, on la met à côté des expertises qui existent déjà, parce que le Congo ne nous a pas attendus. Tout à fait. Nous sommes agréablement surpris de voir
tous les chantiers qui sont tout autour, tout ce qui se font. En interne. Voilà. Voilà, donc il y a un développement interne qui est là. Et donc nous venons pour accompagner ce développement, pour apporter une pierre à l'édifice, pour mettre en place cette expertise, cette chemise. Voilà, elle est là. Comment on peut faire ensemble? Voilà, nous ne nous positionnons pas en sachant, nous venons nous mettre à côté de vous pour apporter... Il y a encore de la place pour tout le monde. Mais il y a énormément. Et donc cet accueil que nous avons bénéficié, tant des opérateurs économiques sur la place et de quelques responsables politiques à qui nous avons soumis nos projets, nous a confortés dans notre démarche. Très bien. Alors, c'est la même lecture que vous faites finalement. Oui. Vous arrivez, vous avez besoin de rencontrer telle ou telle personnalité, que ce soit dans le monde du business, que ce soit dans le monde politique, administratif et autres. Vous n'êtes pas confronté à des barrières quelconques. Il peut arriver, évidemment. La lourdeur administrative aidant, bien sûr. C'est vrai, en ce qui me concerne, ça fait mon 4e voyage que je reviens au pays. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller frapper aux portes. J'ai été reçu par des responsables politiques, par des opérateurs économiques au Congo. Et on avance. C'est vrai que lorsqu'on est reçu comme ça, on se sent un peu aimé, voilà. Parce qu'on se sent encouragé. Voilà, sur ce plan-là, c'est vrai. Est-ce que c'est un élément déterminant d'ailleurs? Oui. Cet encadrement, effectivement, cette chaleur-là, effectivement, pour quelqu'un qui veut rentrer, qui veut venir taper le terrain. Tout à fait. Ouais. Sinon, sans cet appui, on ne pourra rien faire. Donc, il est vrai que sur le plan, les quelques responsables politiques à qui on a eu affaire, voilà, l'échange s'est très bien passé. Maintenant, c'est vrai, bon, il y a... Le reste, c'est à développer, c'est à vendre son venir, savoir, son expertise. Tout à fait. Est-ce qu'il y a l'écoute généralement? Oui. Parce que ce qu'on apporte, c'est quelque chose qui rentre un peu dans l'existant, dans en ce quelque qui se sorte. fait aujourd'hui. Vous apportez quelque chose de supplémentaire. Aujourd'hui, on est en train de parler de la promotion de notre secteur privé. Lorsqu'on parle de l'émergence en suivant l'appel du président, on ne peut pas s'émerger sans pour autant toucher le développement du secteur privé. Et donc c'est par rapport à ça, avec notre expertise, on essaie d'apporter ce qu'on peut, de telle sorte que les choses avancent en fait. Alors Patrick Audic, Consulting Management, vous êtes là, un cabinet conseil et de formation. On le dirait, sur la place, il y a bien des cabinets conseils, il y a d'autres cabinets de formation, mais vous apportez quelque chose d'assez particulier. La particularité se situe à quel niveau? Alors, la particularité de DIC par rapport aux autres cabinets, déjà, nous sommes des fils de ce pays. Voilà, c'est un retour sur investissement. Nous venons donner ce que nous avons appris. Donc, nous avons une démarche fondamentale. Cette démarche-là, c'est déjà l'enfant qui rentre au bercail avec un savoir, au-delà de l'aspect pécunier. Et l'autre particularité, c'est que nous sommes dotés d'une méthode. Et cette méthode, c'est la biposture. C'est une méthode, aujourd'hui, qui a été expérimentée en Europe, notamment en France, et qui est enseignée au pôle universitaire Léonard de Vinci. Cette méthode, elle a apporté ses preuves. Et c'est ça qui nous différencie des autres cabinets. La biposture. La biposture. Pourquoi biposture? Alors, pourquoi biposture? La biposture, c'est le préfixe bi, de, voilà. Et posture, mais dans la posture, on retrouve l'attitude, la façon d'être, le comportement, les connaissances, ses convictions. Donc, quand on voit très bien, à l'intérieur de cette biposture, pour rentrer en relation avec l'autre, pour obtenir l'accord de l'autre, vous êtes obligé d'être deux. Donc, pour partager un projet, pour accompagner, pour former, pour rentrer en relation, deux. Et quand on est deux, il faut tenir compte de comment l'autre fonctionne pour susciter l'adhésion de l'autre dans votre projet. Donc là, on va donc voir le comportement, la façon d'être, les habitudes, les connaissances. Quand on a compris ce mécanisme-là, dès lors que vous mettez en place une action de formation, dès lors que vous avez besoin de rentrer en relation avec l'autre, parce que dans le monde du travail, vous avez besoin d'être interactif avec l'autre pour pouvoir mobiliser une action.
dans le monde dans des organisations ou des affaires ou des partis politiques, il y a des projets, des programmes, des actions. À l'intérieur de ces actions, derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont dedans. Et ces hommes et des femmes, pour les mettre en mouvement, pour les mobiliser, mais il faudrait mettre en place cette notion de la biposture. Donc, je vais tenir compte des attitudes, du comportement, des façons d'être pour mobiliser les uns les autres, pour susciter la vision. Il y a un certain nombre de méthodes quand même que vous appliquez, que vous utilisez pour parvenir à vos dessins. Alors, les méthodes. Alors, il y a d'autres méthodes. On a des méthodes pédagogiques, des méthodes pour rentrer, pour susciter l'adhésion de tous, des méthodes de communication, pour pouvoir identifier comment mettre à disposition une connaissance. Très rapidement, j'aime bien, à travers des exemples illustrer de façon à ce que les gens comprennent. On arrive avec des formations, avec des façons de faire, et parfois, vous avez des personnes qui comprennent, et d'autres qui ne comprennent pas. Qui ont du mal, voilà. Et qui ont, moi, je ne dirais pas qui ont du mal, mais qui ne comprennent pas simplement parce que la méthode qui a été mise en place n'est pas du tout accessible. N'est pas du tout accessible ou adaptée. Alors, on va remettre en cause qui? On va remettre en cause la personne qui ne comprend pas ou la personne qui apporte le savoir. Ou la personne qui apporte le savoir. Et donc, nous, chez Audic, nous avons beaucoup réfléchi. Nous pensons que nous disposons, nous avons 90% de la responsabilité de la méthode, de l'acceptation du savoir. Comment? À travers une méthode d'apprentissage ou une méthode d'information qui va être différente. La petite histoire, c'est que c'est un jeune enfant en classe de 5e qui était très brillant, mais il avait une matière qu'il n'aimait pas, c'était la géographie. Il avait horreur de la géographie. Il le disait, il le clamait tout. Oui, enfin, il le disait, il n'osait pas le dire, on ne le dit pas à un prof que je n'aime pas votre matière, mais il avait de très mauvaises notes en géographie. Et puis, un jour, son prof habituel de géographie est tombé malade. C'est une autre dame qui est arrivée, qui a assumé l'intérim de ce cours de géographie. Et il arrive, il voit les notes de l'élève, c'est un élève brillant, mais comment se fait-il qu'il n'apprécie pas la géographie? Et donc cette dame s'approche de cet élève et lui pose la question, alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes toi dans la vie? Et ce garçon lui dit, moi j'aime beaucoup, j'ai une fascination pour les grands oiseaux, les vautours, les aigles, etc. J'ai une fascination pour ça. Et donc cette dame va lui dire, écoute, je vais te raconter une histoire. Donc vous voyez bien, c'est une histoire dans une histoire. Tout à fait. Donc l'histoire de cette dame, elle va dire, écoutez, un jour en Suède, c'est un petit village Suède très éloigné de la porte dans le, voilà, le domaine qu'elle n'aime pas, voilà, la géographie. Voilà, un petit village très Suède, dans une capitale très éloignée de la capitale, il y a un aigle qui est arrivé. Et puis, il y a un petit enfant qui dormait, là, ce petit enfant dormait, il a vu cet aigle arriver, et l'aigle a frappé à sa fenêtre, lui a dit, est-ce que tu peux monter sur mes épaules je t'amène. Je t'amène. Et donc, cet enfant est monté